Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Tableau Vert pour une nouvelle émission consacrée à l'énergie. Vaste sujet que nous allons aborder avec nos invités. En plateau aujourd'hui, Olivier Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et plus précisément celui de l'école Jean Mineur de Valenciennes, un établissement qui était classé HQE. On va le visiter avec vous dans un instant. À vos côtés, Jean-Yves Carlier, qu'on connaît bien dans l'émission. Vous êtes personne ressource en sciences et vous nous direz de quelle manière vous avez procédé pour expliquer l'énergie, tout simplement, à vos élèves. Alors, Olivier Parent, aujourd'hui, l'énergie est une vraie préoccupation mondiale. Pourquoi, dans la plupart des pays, on prend conscience qu'en matière d'énergie, il va falloir changer son fusil d'épaule ? Alors, à mon sens, il y a tout simplement deux raisons essentielles. Oui. La première, c'est qu'il y a une raréfaction des ressources fossiles, comme le pétrole. Et donc, nous avons très peu de réserves. Oui. Donc, il faut bien trouver d'autres solutions. Et puis, la deuxième raison fondamentale, c'est les gaz à effet de serre qui vont en augmentant et qui mettent en péril la planète. Et donc, il faut trouver d'autres ressources. D'abord, chercher des diminutions de dépenses d'énergie et ensuite trouver des énergies renouvelables. Il est urgent d'agir. Alors Olivier Parent, je rappelle que vous avez conçu et réalisé un groupe scolaire pas comme les autres, et tout à fait exemplaire, puisque le bâtiment respecte les normes HQE. Il s'agit du groupe scolaire Jean Mineur de Valenciennes. On le visite avec vous et les élèves. Suivez non pas le guide, mais les guides. Dans la salle de classe, il y a de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière. Elles sont en double vitrage, le contour est en bois. À l'étage, les plafonds sont en aggloméré. Et pourquoi Parce qu'il y a des copeaux de bois et puis les murs ne sont pas traités. Ils sont restés à l'état brut. L'eau fonctionne par détecteur de mouvement dans les toilettes. Pareil pour la lumière et il y a un toilette handicapé. Dans les couloirs, il y a 2 cheminées solaires et il y a des panneaux solaires photovoltaïques qui servent à mesurer ce qui fait de l'électricité dans l'école pour la lumière. Et il y a des panneaux solaires qui servent à faire de l'eau chaude. Nous disposons d'un ascenseur dans les escaliers. Les remparts sont restés en acier sans peinture. Le plateau, il est un peu comme ça et l'eau elle passe par là. On la récupère et on la met dans l'eau des toilettes. Le plafond de notre cantine est arrondi pour que quand le bruit il se jette contre le plafond et puis il redescend autre part pour pas que ça fasse de bruit. Et le sol de notre cantine, quand on marche dessus, ça fait pas de bruit. Les enfants de l'école Jean Mineur ont la chance de suivre leur scolarité dans un bâtiment exemplaire dans la prise en compte du développement durable d'une manière globale. En effet, le volet environnemental se combine à un grand confort et à une qualité d'usage très appréciable. Tous les critères de la haute qualité environnementale ont été réunis. On y trouve notamment des circulations fluides et éclairées naturellement, des protections solaires sur les façades exposées. On y trouve aussi un confort hygrothermique, que ce soit pour la température comme pour le degré d'humidité, grâce à la maçonnerie des façades en biomur. Une ventilation naturelle réchauffée à son entrée évacuée par des cheminées solaires avec un rafraîchissement nocturne, un confort acoustique approprié, une gestion des eaux pluviales, une utilisation pour les WC et des dispositifs d'économie d'eau potable. L'énergie était une priorité du projet. La réduction des consommations d'énergie a nécessité plusieurs approches qui se complètent. Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des solutions passives d'apport énergétique comme les puits canadiens, les ouvrants solaires, la maîtrise des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables. Le choix s'est porté sur 2 filières. Le solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire solaire et le solaire photovoltaïque par l'installation de 250 m² de panneaux pour une production d'environ 24 000 kWh par an avec revente à EDF. Pour Olivier Parent, l'architecte du lieu, l'éco-construction est un tout. Alors Bruno, séduit ? Voilà pour la visite de l'école Jean Mineur de Valenciennes. Belle réalisation, hein, Olivier, bravo. C'est le premier projet HQE que vous avez réalisé ? Non, ce n'est pas tout à fait le premier projet HQE, c'est le plus abouti. Oui. Les premiers, c'était des logements solaires passifs que j'ai réalisés en 1979. Donc ça ne nous rajeunit pas. C'était à l'époque de la deuxième crise pétrolière. Ouais.
Le gouvernement avait mis un certain nombre de choses en place, et puis le pétrole est devenu beaucoup moins cher, on a tout laissé tomber brutalement. Et on a recommencé un petit peu tout ça 20 ans après, grâce en particulier au Grenelle de l'environnement, au ministre Jean-Louis Borloo, etc. Et donc là, maintenant, nous sommes dans une situation où nous pouvons vraiment faire des choses sérieuses. Ouais, une vraie dynamique, hein. Alors, rappelez-nous quels étaient vos objectifs prioritaires dans ce projet ? Eh bien, conformément à la qualité environnementale, qu'on appelle haute qualité environnementale en France, il s'agit de faire de l'éco-construction, c'est-à-dire construire d'une manière intelligente en termes écologiques, de l'éco-gestion, c'est-à-dire épargner les ressources, du confort pour les usagers et de la santé pour les usagers. Vous voyez que nous avons une dimension aussi de qualité globale du bâtiment, et c'est pour ça que dans le groupe scolaire Jean Mineur, nous avons balayé un petit peu les 14 cibles qui font partie de l'ensemble du programme. Alors, quand on parle santé, par exemple, ça passe par quoi ? Santé, par exemple, c'est le mobilier qui ne doit pas dégager, ou les revêtements de sol, ou les peintures qui ne doivent pas dégager de choses qui sont néfastes pour la santé, comme des composés organiques volatiles. Donc il faut choisir les matériaux à l'intérieur aussi, pour qu'il n'y ait pas de risque, et en particulier pour un jeune public comme dans une école. Alors pour vous, cette réalisation du lycée Jean Mineur, c'est une belle vitrine, hein. Vous avez d'autres projets de ce type ? Oui, nous avons d'autres projets. Nous travaillons sur le lien lycée à Valenciennes, où nous appliquons les mêmes normes, les mêmes références, les mêmes volontés. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de recette, il y a des solutions étudiées au cas par cas en fonction du bâtiment et qui nous permettent de répondre au mieux aux besoins et aux nécessités, on va dire. Voilà, je vous propose à présent de revenir sur ce qu'on appelle le photovoltaïque qui connaît un véritable essor. De nombreux panneaux apparaissent de plus en plus sur les toits des maisons et autres bâtiments. De quoi s'agit-il vraiment ? C'est Amélie Baudequin, conseillère Info-Énergie à l'ADIL du Nord, qui nous explique le fonctionnement de ces panneaux photovoltaïques. C'est parti. Bonjour Bruno, alors je vais t'expliquer tout simplement comment fonctionnent des panneaux photovoltaïques. Alors, ce sont des panneaux qui vont utiliser l'énergie qui est contenue dans la lumière. Cette énergie, elle est constituée de photons. Et ces photons, ils vont venir percuter des panneaux photovoltaïques. Ces photons, lorsqu'ils vont venir percuter la surface du panneau, le panneau, il est constitué de 2 couches. Une première couche qui est chargée positivement et une deuxième couche en dessous qui est chargée négativement. Donc ce photon, en percutant la première couche chargée positivement, il va libérer un électron. Et cet électron, avec ces 2 couches chargées positivement et négativement, crée un champ électrique et qui va venir faire fonctionner les différents équipements électriques qui sont reliés à ces panneaux. Donc ça peut être des lampes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un ordinateur, tous les équipements qui vont utiliser l'électricité dans la maison. L'utilisation d'énergie sous forme d'énergie photovoltaïque, ça présente certains avantages. Par exemple, c'est une énergie qui n'est pas polluante, elle ne produit pas de gaz à effet de serre, elle est inépuisable, illimitée et gratuite. Mais il y a quand même quelques limites dont il faut parler. Il va y avoir le fait que c'est une énergie qui n'est pas très concentrée, donc il va falloir plusieurs panneaux, une certaine surface pour produire une certaine quantité d'énergie. Par exemple, l'énergie utile pour la consommation d'électricité dans un ménage, c'est une énergie d'environ 3000 kWh qui va représenter 25-30 mètres carrés minimum pour pouvoir produire cette énergie. Une deuxième contrainte, ou une limite, c'est que elle dépend de la présence du soleil, c'est-à-dire qu'elle va produire de l'énergie la journée et pas forcément la nuit. Donc elle va être dépendante à la fois de l'alternance jour-nuit et puis aussi des saisons, parce que plus il va y avoir d'énergie lumineuse, plus le soleil va être présent. En été, il va donner un maximum de son énergie lumineuse, plus ça va produire d'électricité. Par contre, l'hiver, le soleil est moins présent, il fournit moins d'énergie lumineuse, donc on va produire moins d'électricité. Puis la dernière limite, enfin, c'est le problème de stockage. C'est une énergie qu'il va falloir stocker justement pour pouvoir l'utiliser selon ses besoins à n'importe quel moment de la journée. Alors c'est vrai, Olivier, que ces panneaux photovoltaïques connaissent un véritable essor. Est-ce que l'école Jean Mineur est équipée de ces panneaux ?
Oui, absolument. Elle se voulait démonstrative à tous les niveaux. Donc, il y a 250 mètres carrés de capteurs solaires, de photovoltaïques, plus exactement, pour être précis, et qui fournissent l'électricité. Cette électricité est destinée à compenser l'usage de l'éclairage et des produits électriques de l'école. Donc, en fait, le schéma est de faire autant dans cette école, de faire autant de capteurs que de besoins. Alors, vous m'avez dit que l'info-énergie, l'ADIL, c'est vraiment un organisme auprès duquel on peut trouver de précieux renseignements. Je conseille à tout le monde d'aller voir les espaces info-énergie parce que le travail qu'ils effectuent est remarquable, est très renseigné et tout le monde, tous ceux qui se posent des questions pour leur domicile, leur choix de chauffage, etc., ont des renseignements tout à fait précieux grâce à eux. Alors Jean-Yves, qui est à nos côtés, Olivier, est personne ressource en sciences, c'est bien ça? Oui. Alors de quoi s'agit-il? En fait, je suis professeur des écoles et détaché pour enseigner aux élèves de primaire les sciences, uniquement les sciences. Alors vous les emmenez en visite sur différents sites de la région. Là, vous êtes allés visiter avec les enfants le parc éolien de Dourquiévrin. Et pour préparer cette visite, vous avez réalisé des expériences en classe. Vous pouvez nous dire exactement quelles ont été ces expériences? Oui, en fait, nous sommes partis de la lampe à manivelle pour comprendre qu'un mouvement pouvait générer de l'énergie. Et donc, ils ont vu en petit ce qu'ils ont vu en grand avec les éoliennes. Donc, alors, vous leur avez parlé des panneaux photovoltaïques, sujet que l'on a diffusé juste avant? Aussi, en fait, nous sommes partis de montage simple alimenté par des piles qu'on a remplacé ensuite par des cellules photovoltaïques et ce qui a permis de comprendre qu'on pouvait remplacer quelque chose de polluant par quelque chose de propre. Bien, très bien. Jean-Yves, je vous propose à présent de prendre la direction du parc éolien de Dourquiévrin où nous retrouvons Jean Nisol pour de plus amples explications. Bonjour Jean. Bonjour Bruno, nous sommes ici sur le site du parc éolien de Dour et de Quiévrin. Actuellement, il y a 7 éoliennes en service, il y en aura 11 dans quelques mois et une extension probable de 3 supplémentaires, dont une sera citoyenne, c'est-à-dire que le citoyen va pouvoir participer financièrement à la réalisation d'une éolienne et elle sera située de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Parmi les énergies renouvelables, l'éolien a le plus fort potentiel de développement. Difficile aujourd'hui de trouver plus écologique qu'une éolienne pendant son fonctionnement. Pas d'émissions de gaz, pas de particules. Mais comment ça marche une éolienne? Le nom éolienne vient du nom du dieu du vent grec Éole. Depuis des siècles, l'homme utilise l'énergie du vent pour faire avancer des bateaux, moudre du grain ou pomper de l'eau. Cette technologie millénaire nous sert maintenant à produire de l'électricité. Sous l'effet du vent, l'hélice se met en marche. La vitesse du vent doit être comprise entre 15 et 90 km/h. L'hélice entraîne alors un axe dans la nacelle qui est relié à un alternateur qui produit de l'électricité. Un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension électrique produite par l'alternateur. Dans la plupart des cas, l'électricité produite est acheminée par un câble électrique souterrain jusqu'au poste de livraison EDF. Il y avait en France environ 2500 éoliennes fin 2008. Les parcs sont de taille variable, d'une à plusieurs dizaines de machines. Le plus important, celui de Fruges, dans le Pas-de-Calais, compte 70 éoliennes pour une puissance totale installée de 140 MW. Ce parc peut alimenter une population d'environ 125 000 habitants. Voilà pour la visite du parc éolien de Dourquiévrin. Ça doit être impressionnant, Jean-Yves, quand on arrive sur les lieux, quand on voit ces grandes machines, ces grandes hélices. Oui, on se sent tout petit. Ce qui est impressionnant, c'est le silence quand même de ces machines. C'est assez paradoxal, parce que c'est impressionnant et à la fois c'est silencieux. Tout à fait. Alors il existe différentes énergies en France, biocarburants, géothermie, bois, mais aussi la méthanisation. C'est le processus de formation d'un gaz combustible, le biogaz. Comment et pourquoi l'utilise-t-on? Voici la réponse. La méthanisation directe des boues de stations d'épuration concerne environ un tiers des boues produites en France, soit l'équivalent de 20 millions d'habitants. Au total, c'est environ 170 000 tonnes de boue en matière sèche qui sont ainsi éliminées par an, permettant de produire
94 millions de mètres cubes de méthane. Et la France est loin d'être en avance sur ses partenaires européens en la matière. Ce méthane, appelé biogaz, est une source d'énergie qui provient de la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène. Ce phénomène naturel peut être observé dans les marais ou les décharges d'ordures ménagères. On peut le provoquer ou l'intensifier en faisant de la méthanisation en digesteurs, sorte de gros silos, où cette dégradation est contrôlée. En exploitant au maximum les 3 ressources que sont les centres d'enfouissement technique aux normes, la méthanisation des boues de stations d'épuration, la méthanisation de déchets organiques agricoles, industriels et ménagers, on estime que le biogaz en résultant pourrait couvrir 10% de la consommation nationale de gaz. La France est actuellement importatrice de gaz à plus de 90%. Voilà pour les énergies nouvelles. Et sachez qu'à l'issue d'un sondage réalisé par l'ADEME en octobre 2008, il est estimé que 97% des Français sont séduits par les énergies renouvelables et 30% d'entre eux sont déjà passés à l'acte ou envisagent de le faire. Alors sachez que l'on peut, à titre individuel et dans la vie de tous les jours, économiser efficacement de l'énergie. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Claire et Mélodie que l'on retrouve. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui retrouver Mélodie qui va vous donner 5 conseils pour faire des économies d'énergie dans votre maison. Il vaut mieux éviter de prendre une lampe halogène car une lampe basse consommation, elle coûte plus cher mais permet d'économiser plus d'énergie. On peut économiser beaucoup d'énergie en éteignant les appareils en veille comme la télévision et les lecteurs de CD. Il faut bien placer le réfrigérateur pas à côté de quelque chose de chaud comme le radiateur. Et il ne faut pas mettre de plat chaud et il faut le régler entre 5 et 8 degrés. Et pour le congélateur, moins 18. Maintenant, on va voir comment on fait pour faire des économies vis-à-vis du chauffage. Alors, il faut fermer les fenêtres. Il faut régler la température de façon bien précise. Et quand on part en vacances, il faut baisser la température. Question lave-linge et sèche-linge, là encore des économies sont possibles. Il vaut mieux régler son lave-linge à 30 ou 40 degrés et le sèche-linge est un gros consommateur d'énergie. Il vaut mieux étendre son linge dehors au lieu de le mettre dans le sèche-linge. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Olivier Parent et Jean-Yves Carlier. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission du Tableau Vert.